Qu'est-ce que tu veux faire encore? Mais ça va, on continue. Non, ça va. Ça marche. Que tu me dises donc les soirées de la rue Yvon. Non, ben, on a toujours fait beaucoup de musique. Tante Jeanne était extrêmement bonne pianiste. Mon professeur, c'était Lazare Lévy, qui était d'origine belge, mais enfin qui était un très bon. Tante Madeleine aussi travaillait avec Lazare Lévy. Maman était plus jeune, elle en a fait moins, puis maman a fait du chant. Elle chantait. Mais le théâtre et une certaine ouverture vers une musique moins austère, parce que il y avait Beethoven, Mozart et Schubert. Je ne crois pas que ça allait au-delà. D'accord. Il a fallu l'arrivée d'oncle Guy, mon oncle de Prague, qui a ouvert un peu le monde de la rue Yvon, qui était vraiment très, très refermé sur lui-même. Alors, oncle Guy, c'est lui qui a créé toutes ces chansons, en particulier celle sur les Lévis, celle sur les demoiselles du téléphone, enfin. Et il a apporté aussi la connaissance de la musique contemporaine. Ouais. Et puis, toute la musique la fille de Madame Angot, comment est-ce que ça s'appelle? C'est pas des opérettes, c'est des musiques plus... Opéra bouffe ou... Oui. En tout cas, des musiques plus joyeuses, oui. populaires. Carmen, c'est des opéras plus... C'est ça. Alors, il a beaucoup ouvert la famille. Alors, à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il y avait un anniversaire ou une fête, c'est oncle Guy qui a un talent extraordinaire. Et puis aussi, celui qui avait beaucoup de talent pour les fêtes de famille et faire des poésies, c'était un élève d'Henri Veil. Il avait été élève d'Henri Veil à l'école normale, parce que Henri Veil a été à l'école normale. Il s'appelait Georges d'Almeida. Il a épousé une fille d'Henri Veil, Jeanne. Jeanne, d'accord. Et il a fait aussi des poésies merveilleuses. Et donc toi, tu as grandi dans cette ambiance. Et puis, c'était une maison que mon grand-père Paul Lévy avait achetée parce qu'il ne pouvait pas prendre de vacances pour que sa famille soit à la campagne. C'était la campagne. C'était la campagne. C'était contre les fortifications, là où il y a maintenant le périphérique. Moi, j'ai joué au ballon. C'est ça. Avec mon cousin Marc. De quoi est-ce qu'on parlait? Alors ben là, on arrive, donc tu as fait tes études, tu es passé 1 an à Prague. Non. Non? Un été peut-être? Tu as été à Prague pour... J'ai été beaucoup, c'est après que j'ai appris l'allemand. C'est ça. Parce que Hitler était déjà au pouvoir, de toute façon je ne pouvais pas aller en allemand. L'aînée des Françoise, la fille de l'oncle Guy et tante Madeleine, est morte brusquement à 20 ans. C'est ça. Et la famille d'oncle Guy est venue, et tante Yeti voulait ramener une jeune fille pour apprendre le français à sa fille Eva. Et moi, je n'ai pas du tout appris le français à Eva, par contre, j'ai appris l'allemand. Et tante Yeti, qu'elle était quelqu'un de remarquable, elle était très très gentille avec moi. Et j'ai été très heureuse. Et alors, j'y suis restée la première fois. Elle était venue pour les obsèques de Françoise. J'y suis restée. Elle voulait emmener Marielène, mais Marielène, elle voulait faire de mathématiques. Oui, c'est ça. Évidemment, ça ne l'intéressait pas tellement d'avoir la petite deuxième. Et puis, on a eu une bonne amitié entre elle et moi. Alors, après le bachot, je ne savais pas très bien quoi faire. J'étais dans une petite classe de terminale, on était 12, je crois, en mathématiques, en philo. Les filles faisaient de la philo, on ne faisait pas des maths. Et c'était quand même la moins mauvaise, j'avais eu tous les prix. Et alors j'ai été dire au revoir avant les vacances
mademoiselle Detschebarn, une basque extraordinaire, qui avait eu Marie-Hélène avant comme élève. Elle m'a dit, alors ma petite Denise, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine, après le bachot? Ah, je ne sais pas. Alors elle m'a dit, mais ma petite Denise, vous m'avez dit que vous aviez envie de voyager, parce qu'il y avait eu un drame entre elle et dans sa vie, dans notre vie. Un jour, elle a commencé à nous enseigner en mathématiques, mademoiselle Detschebarn. Elle nous enseignait la mécanique, je ne sais plus faire. Je n'y avais rien compris et je n'avais pas appris ma leçon. Arrive un inspecteur général, Denise Davy au tableau. Alors, pour elle, ça a été un jour horrible, et pour moi, un jour horrible. Je serais rentrée sous terre. Ben oui. Et elle m'en a encore toujours voulu. Alors, quand elle m'a demandé ce que je voulais faire après, j'étais sûre qu'elle ne me dirait pas de faire de mathématiques. La petite Denise me dit que... Et bien alors, je suis partie à Prague. C'est ça. Et puis tu as décidé de faire des études d'allemand. Et puis, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai essayé, au début, je ne comprenais pas très bien ce qu'on racontait à l'université, mais la seconde fois, Tante a obtenu pour moi l'autorisation de faire partie d'une classe dans un lycée. J'ai suivi tous les cours de Octava, c'est-à-dire la dernière classe du lycée. Alors j'ai appris tout le vocabulaire de la géographie, les os du crâne, enfin, un vocabulaire extrêmement parfait. Ouais. Comme je ne pouvais pas aller en Allemagne, puisque c'était terre. Non, c'est ça. Et puis j'y suis retournée encore une fois. Et j'y suis retournée. J'y étais en 33, 34, 37. Et dans la famille, ils trouvaient ça fou qu'on me laisse partir. Parce qu'Hitler était déjà là depuis 4 ans. Enfin, j'ai vécu à Prague des batailles entre les partisans d'Hitler qui venaient des... Tu sais, c'est un coin de la terre de Bohême, il y a des montagnes tout autour. Et ils étaient habillés. Les gens qui habitaient là, c'était des Sudètes. Ils parlaient allemand. On se battait en classe. Enfin, bon, en classe. Dans la faculté de Prague. Et quand j'étais dans la rue, si je voulais demander mon chemin, il fallait que je demande en français et surtout pas en allemand. Non, c'est ça. Et donc, 1938, tu as rencontré Robert, qui était un ami. Non, c'était en 1938. Il y a eu les accords de Munich. Oui. Et Jean-Claude était dans la même salle que Daniel Schwartz, le frère de Laurent, et que Robert Piron. Et ils étaient tous, ils ont été mobilisés en septembre 1938. Au moment où on a mobilisé les polytechniciens. Et ils ont été très secoués, ces jeunes garçons. Et à leur moment, pour distraire un peu Jean-Claude, elle a donné une petite réunion dansante et elle a dit à Jean-Claude, ben, tu amènes tes camarades. Et ce jour-là, il y en avait deux qui ne savaient pas danser, qui étaient dans un coin qui bavardaient, et que j'essayais de mettre. Il y avait des filles qui venaient de nombreux côtés, personne ne se connaissait. Mais oui. Et moi, j'étais la vieille, 2 ans de plus que les autres. Alors j'étais un peu en colère contre eux. Enfin bref, ce jour-là, il a décidé qu'il m'épouserait. Bon. Et donc vous êtes mariés alors on s'est fiancés en mai 1939. Quand c'était là, encore la paix. Presque. Pas tout à fait. Et puis le grand-père est sorti dans la marine. Je l'ai accompagné jusqu'à son départ en bateau, faire le tour du monde, comme les ingénieurs du génie maritime, sur la Jeanne d'Arc, qui faisait le tour du monde avec les polytechniciens. Je l'ai accompagné à Brest. Et là, la guerre a été déclarée. Alors, on n'a pas fait faire le tour du monde. Et moi, j'étais seule dans cette ville pleine de soldats,
On a vu arriver les Canadiens. Et je ne pouvais pas. J'avais télégraphié à un moment de vous dire que j'avais plus d'argent, j'étais malade. J'ai eu une crise d'urticaire terrible. J'allais à chaque arrivée de train pour voir si elle était là. Je n'osais pas partir. Et on m'avait fait partir les jeunes gens. Alors il a été envoyé à Lorient. Alors je l'ai fini par me décider, par y aller. J'allais changer de train entre Brest et Lorient. J'ai passé une nuit à Quimper. Il y avait des soldats partout. Enfin, j'arrive toute heureuse. C'était un dimanche matin. Il y avait un beau soleil avec ma valise à Lorient. Je me dis, peut-être, mais comment trouver quelqu'un dans une ville qu'on ne connaît pas, dont on n'a ni l'adresse. Alors, avec le génie qui me caractérise, j'ai laissé ma valise à la gare et je me suis dit, dans la salle de Polytechnique, ils étaient très talas. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ceux qui vont à la messe. Tala, ah oui, ils vont à la messe. Ils étaient très talas. Je me suis dit, je vais aller à la sortie, c'était dimanche, à la sortie de la grand-messe, je trouverai bien des camarades. Et j'ai effectivement trouvé un camarade. C'est un coup de génie. Ben oui, tout à fait. Et il m'a donné l'adresse de Piron. Alors c'était sur une petite place, avec un banc et des herbes au milieu. Et je me suis assise là, puis je lui ai dit, ben, il finira bien par rentrer dans sa chambre. C'est ça. Et qu'est-ce que je vois arriver? Ma mère et Jean-Claude. J'attendais Robert. Parce que je ne savais pas que Jean-Claude était sorti dans l'artillerie navale qu'on avait mis aussi pour la formation. Et alors, maman ne savait pas du tout ce que j'étais devenue, personne. Là, elle te voit sur la petite et place. moi, j'attendais Robert, je vois arriver un moment. Et j'ai commencé à aller mieux de mon urticaire. Mes parents sont venus, ont pris une chambre d'hôtel pour moi et ils m'ont guéri. Un peu. J'avais perdu 6 kilos pendant mon attente à Brest. Et puis j'avais été reçue à l'agrégation, je recevais des messages combinatoires du recteur de Lille dont je dépendais. Mademoiselle Lévy, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à votre poste, etc. Et moi, je ne voulais pas partir sans être marquée. Alors, il fallait 15 jours. Et il faut que les deux bancs soient faits 15 jours. Et comment on l'appelle, celui qui était à la tête d'une ville. Le maire. Oui, le maire, le chef militaire là, de Lorient, il avait autre chose à faire que de signer des autorisations de mariage. Oui. Comme il était militaire, il lui fallait l'autorisation de son supérieur militaire. Donc on a eu l'autorisation, on a télégraphié à papa, qui est venu téléphoné à papa quand il est venu de Paris. Ma belle-mère n'avait pas eu le temps de venir, ça c'était le jeudi. Le vendredi, on s'est mariés, le samedi, il est allé à ses cours. Et moi, j'ai essayé de faire cuire des côtelettes de veau. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je savais rien. Et le dimanche, je suis repartie pour 50 ans. Où tu enseignais, tu avais ton poste. Ben, j'avais été nommée à 50 ans. C'est ça. Les agrégés étaient nommés. C'est ça. Lévi, vous êtes en retard. Alors, j'ai dit, je m'excuse beaucoup. Je ne me rappelle plus mademoiselle Lévi. Puis là, tu as enseigné un peu ou bien? Ah oui, j'ai enseigné jusqu'à ce que les Allemands occupent Saint-Quentin, en mai 40. Mais les lois de Vichy qui t'ont empêché ensuite d'être membre de la fonction publique, là, qui t'ont exclu. Mais c'était pas encore. Plus tard. Hein. La France n'était pas encore occupée. C'est ça. Les Allemands sont arrivés. J'ai fait mes derniers cours dans les caves. On a fait descendre les élèves dans les caves. Et c'était un vendredi. Et
je m'étais liée d'amitié avec quelqu'un de débattant, Marie Etex, qui était professeur d'histoire et géographie. Il m'a dit, écoutez, Denise, vous attendez un bébé, vous n'allez pas rester là à attendre les Allemands. Et alors, le samedi matin, elle m'a conduit à la gare. J'étais seule dans mon wagon, dans mon compartiment. Les Allemands avaient bombardé les voies de chemin de fer entre Saint-Quentin et Paris. Et on avait réussi à... Il y a un train qui est parti. Personne ne le savait, j'étais seule dans le train. Et mes parents avaient passé toute la nuit à la gare du Nord pour m'attendre. C'est ça. Donc là, tu les as rejoints. Alors, je me suis un peu reposée 2 jours à Paris, et je suis retournée à Lorient. Ah oui, où Robert était toujours... Non, non, je dis des bêtises. Et alors, il était à Nantes, à l'île d'Indrette. On nous avait mis, quand c'était la guerre, il y avait un arsenal militaire sur l'île d'Indrette près de Nantes. Et quand les Allemands sont arrivés, on a fait partir des jeunes, pour qu'ils ne soient pas pris sur un bateau. C'est ça. Et il a descendu toute la côte. C'est ça. C'est ça, je me souviens. Avec les Allemands qui essayaient de bombarder les bateaux. Le capitaine essayait de rejoindre l'Angleterre, mais c'était impossible. Le port de Lorient était en flammes, le port de Brest était en flammes, et les avions allemands. Et finalement, on a débarqué. Alors, ce bateau était chargé de dynamite, de munitions, pour le Maroc, qui était français. Alors, on les a débarqués à Biscarrosse, ça fait dans le sud, sur la côte, près de Bayonne. C'est ça. Et on a été 4 mois sans aucune nouvelle l'un de l'autre. Et entre-temps, Hélène était née. C'est ça. Donc, elle est née à Nantes. À Nantes. Mais Suzanne était avec toi, ta maman était avec toi. J'étais avec mes parents, oui. C'est ça. Alors, et on vivait tous sous le nom de Piron. C'est ça. C'est ça qui vous a protégé. Et dans la famille de grand-père, ils ont été tellement gentils, ils ont été battants. Et donc là, c'est la période ensuite tu dis 16 fois, vous avez déménagé 16 fois. Oui. Vous avez été dans la famille Piron, la famille Trouvé. Non, on cachait, on n'avait jamais l'adresse. Jamais. Mais c'est la famille et les Esclangon qui vous ont caché. Oui, à Grenoble. À Grenoble, c'est ça. Puis vous êtes resté donc dans les Alpes, à Saint-Martin. Ensuite, nous avons été dans la partie italienne, occupée par l'Italie. C'était beaucoup moins dur que la partie de la France. C'était la zone libre, enfin la zone italienne. Et vous avez pu passer là Comment est-ce que... Eh bien, j'ai quitté... Après la naissance d'Hélène, j'ai été un petit peu à Chemiré-le-Gaudin, je l'ai trouvé. Ensuite, et de Paris, ensuite j'ai pris le train. Mon oncle, Paul Val, qui a épousé la sœur de papa, tante Yvonne, avait réussi à avoir... Il était ingénieur à Mâcon. Et ceux qui guident les trains, les conducteurs de train, c'est pas un mot. Je ne dis pas conducteur. Non, conducteur de train. Les conducteurs de train faisaient passer le courrier d'une zone à l'autre parce que le courrier ne passait pas. Alors oncle Paul Val a réussi à joindre mes parents qui ont réussi. Et on a réussi à joindre Piron qui était à Toulon. On avait envoyé les jeunes ingénieurs dans le port de Toulon. Et Hélène avait 4 mois. Et on avait trouvé un quai, un wagon qui se serait là, arrêté là.
J'avais un joli bébé à côté de moi. Et je vais arriver avec Oncle Paul, un beau jeune officier. Elle lui a fait un sourire. Mais ensuite, il est resté quand même avec vous tout le temps, Robert, ou bien il travaillait, je me souviens plus, pendant la, Ah oui, pendant la oui, guerre. oui. Il restait avec vous tout le temps. Non, Non, lui, on il n'a pas travaillait. été... Non, il nous Non, cachait, c'est ça. il nous cachait, mais il n'est pas resté avec nous. Parce que lui, il travaillait, il continuait Ah oui, oui. dans l'armée. Ah oui, oui. C'est ça, Mais oui, lui, il n'avait aucune raison de fuir. c'est ça. Et quel était le nom de famille? Vous avez eu des faux papiers à un moment donné? Ah oui, C'était quoi le nom de famille? Vous aviez transformé Langer. 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 L-E-N-G, tu vois, C'est ça. Y. C'est ça. Et puis une fois, je me souviens que tu m'avais raconté dans le train, il y avait un contrôle de la police, et puis ton père s'est trompé de papier d'identité, il avait les deux. Non, 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 c'était c'était pas comment? dans le train. Mais papa, il se promenait à Grenoble au moment où Rafle. des pires rafles, avec sa vraie carte dans une poche et sa fausse carte dans l'autre. Et s'ils me prennent, je ne me tromperai pas de poche. Terrible. Il était naïf un peu ou Très doué. très naïf? Inconscient, complètement inconscient. C'est terrible de cacher papa. Puis en fait, il était juif, mais pas pratiquant, pas religieux Non, du tout. non, non, mais il avait été, pendant la Première Guerre, c'est lui qui a formé le tir contre avion, C'est ça. les officiers du tir contre avion. C'est ça. Il avait eu des décorations. centaines, des milliers d'élèves. On croisait au coin de la rue et disait, tiens, Lévi, comment vas-tu? C'était des choses qu'il ne fallait pas risquer. C'est ça, c'est ça. Et je ne sais pas, attention. Et à la fin, attends, je vais regarder si tout va très bien. À la fin de la guerre, quand il y a eu la libération, donc toi, tu étais encore dans les Alpes. J'étais réfugiée chez Anne-Marie Dex, ma collègue de Saint-Quentin, au moment de la libération. Le jour de la libération. Et avec Hélène et Olivier. C'est ça. Et donc après, vous vous êtes tous retrouvés à Paris. Et là, toi, tu as été nommé à Grenoble. Non, j'ai été nommée à Grenoble. Et tu m'as dit, parce que je me disais, pourquoi est-ce que tu vas prendre le poste après ces années si difficiles et ça? Tu m'as dit, j'ai retrouvé ma place dans la fonction publique et j'allais pas y renoncer. Ah ben non, naturellement. C'est ça. Ben oui, mais tu sais, on pourrait dire, après ces années si difficiles, vous auriez pu être tous ensemble, puis tu aurais pu... Mais tu m'as dit, ça m'a beaucoup frappé. Non, je voulais rentrer dans mes droits. C'est ça. Mais donc aujourd'hui, je vis de ma retraite. Tout à fait. Tout à fait. Même dans Grenoble, on a été dans 3-4 appartements différents. Un jour, on était encore à Montbonneau, là on avait eu un semblant de foyer dans une très vieille maison du XVIIe siècle, au-dessus de Grenoble, à Montbonneau. C'est là que devait venir mon cousin Jacques, et cette nuit-là, il a été pris. Qu'est-ce que je pourrais que je te parlais de ça? Fait qu'on a eu là quand on a été à Montbonneau, on a été pendant avant que ça soit trop terrible, les persécutions, on a pu rester. On pouvait encore avoir une adresse. C'est ça, c'est ça. Et puis un jour, grand-père arrive, je sais ce que je voulais dire, arrive, il me dit, il vient d'arriver à Grenoble, un certain Dannecker, je crois. C'était le bourreau de Nice. Il avait tué tous les Juifs